Bienvenue à tous. Donc l'objectif de ces webinaires d'experts Quibi est assez simple. L'idée qui est derrière ces webinaires, c'est de proposer aux clients ou à des contacts de Quibi des webinaires par des experts ou des spécialistes de certains sujets sur des sujets qui traitent autour du métier de la facturation, qui est le sujet de Quibi, mais d'élargir le périmètre et d'être dans une logique vraiment de partage de connaissances, partage d'expertise, partage de bonnes pratiques ou de retour d'expérience. Donc aujourd'hui, on inaugure cette démarche avec Moïtsa et Claudia de Heming qui vont nous parler de la piste d'audit fiable, une obligation fiscale qu'il faut effectivement pas négliger. Et je communique deux autres thématiques qu'on va traiter derrière. Donc une thématique qui sera le 14 décembre sur les problématiques fiscales des modèles numériques. Alors, l'intervenant, je ne peux pas l'écrire parce que c'est pas à ce titre-là qu'il l'est, mais l'intervenant est un inspecteur principal de la DVNI de la DGFiP. Donc, c'est un inspecteur des impôts, mais qui vient à titre personnel dans le cadre d'une activité de formation qu'il a en parallèle de son activité normale, validée par l'administration. Donc, qui viendra nous parler de tous les enjeux fiscaux des modèles numériques, démarrant par la simple vente en ligne de produits physiques et de tout ce qui peut tourner autour. Et on a déjà aussi planifié un autre webinar courant mars sur le sujet « Mes équipes sont-elles en capacité de réduire mon DSO ?» Ce qui est un sujet qui, à mon avis, concerne tout le monde. Vouloir réduire son DSO est une chose, mais comment s'assurer que ces équipes sont en capacité de le faire en termes d'outils, de pratiques, de management, d'objectifs, d'organisation. Voilà. Donc voilà deux thématiques. Si bien entendu d'autres thématiques peuvent vous venir à l'esprit, n'hésitez pas à nous les pousser. Comme je l'évoquais, la logique de ces webinaires, c'est pas de vendre Quibi. Vous verrez, on parlera pas de nous dans quelques instants, mais c'est par contre de créer des instants de partage, d'expertise, de sujets d'actualité, de sujets de compétences particuliers. J'en profite pour communiquer également un webinaire qui là est un webinaire Quibi prévu pour la semaine prochaine, où on va commencer à décortiquer le rapport rendu il y a une dizaine de jours à par l'administration fiscale au Parlement concernant la mise en œuvre de l'obligation de facture électronique à partir de 2023. Petit détail pratique avant de laisser la parole à Moïtsa et Claudia. Le webinaire est enregistré, donc il y aura un replay qui vous sera communiqué derrière. Et toutes les questions sont à poser dans le chat, de manière à ce qu'on puisse y répondre à la fin en fonction du temps disponible. Je propose de laisser la parole donc maintenant à Claudia et Moïtsa pour le sujet qui nous concerne. Oui, bonjour, donc Moïtsa Gorbochek, expert TVA chez Heming. Je m'occupe de toutes les problématiques donc liées à la TVA, au paramétrage des logiciels comptables, et aussi j'interviens donc j'accompagne les entreprises dans la mise en place de la documentation piste d'audit fiable. Bonjour à tous, Claudia Marie. Je suis manager TVA chez Heming et j'interviens dans la réalisation des missions pistes d'audit fiable et principalement sur la partie process avec ma casquette de manager et ma casquette d'ancienne auditeur qualité interne qui me permet justement de mettre en musique, j'ai envie de dire, les process existants au sein des entreprises. Donc voilà, merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci à Quibi de nous accueillir pour ce webinaire. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais juste vous dépeindre un petit peu le contexte et comprendre donc la naissance de pistes d'audit fiable, parce que je pense que c'est important pour qu'on sache comment on en est arrivé là. Donc c'est la directive européenne de 2001 qui a introduit la facturation électronique. Donc le texte n'acceptait que deux modalités de facturation auxquelles on accordait la valeur probante, donc ce qu'on appelle la valeur fiscale. Donc d'un côté, c'était les factures dématérialisées dites EDI fiscales, donc selon les conditions du Code général des impôts. Et de l'autre côté, on avait les factures sécurisées au moyen d'une signature électronique avancée, donc RGS 2 étoiles. Donc, à vrai dire, cette directive n'a jamais rencontré un franc succès, aussi bien en France qu'en Europe, puisque le mode de facturation qu'elle proposait, comme je l'ai dit un instant, EDI fiscal et signature électronique, étaient des procédés très coûteux et assez lourds à mettre en place pour les entreprises.
Donc en 2010, du coup, on a vu une nouvelle directive qui a vu le jour, donc qui poursuivait, elle, 2 objectifs principaux. Le premier était d'encourager le recours à la facturation électronique en assouplissant même la définition de la facture électronique pour l'éteindre à toute facture transmise par voie électronique. Donc ça, dans le but d'accélérer la transmission des factures et le traitement de données, ainsi que réduire le coût quelque part lié à les traitements et notamment aussi au délai de paiement. Second objectif de ces directives était de reconnaître la même valeur fiscale aux factures électroniques qu'aux factures papier et du coup on assurait l'acceptation des factures électroniques dans les mêmes conditions que les factures papier. Donc ces différentes directives ont bien évidemment été transposées dans la législation française. Donc, si on s'intéresse d'un peu plus près donc à la France, voici un petit peu ce qui en ressort. Avant 2013, on avait une définition plutôt très limitée de la facture électronique. En plus de facture papier, l'administration ne reconnaissait donc que 2 modes de facturation électronique auxquels a accordé ce qu'on a dit la valeur probante, la valeur fiscale, donc EDI fiscale et signature électronique RGS 2 étoiles. En 2010, une nouvelle directive donc voit le jour et donne du coup la possibilité aux assujettis d'utiliser tout moyen technique permettant la transmission dématérialisée des factures, même en utilisant par exemple les procédés ou des formats qui ont été jusqu'alors interdits, notamment réception des factures au format PDF, texte ou image, par mail, fichier structuré simple, facture mixte et j'en passe. Donc cette flexibilité, bien sûr, qui est dorénavant admise, s'accompagne d'obligations supplémentaires pour les sociétés qui doivent désormais donc sécuriser cette facturation par la mise en place des contrôles permanents et documentés qui permettent du coup de garantir la piste d'audit fiable qu'on développera dans quelques instants. Donc, l'obligation de la piste d'audit fiable est entrée en vigueur au 1er janvier 2013. Donc, il y avait une tolérance de la part de l'administration fiscale. Donc, du coup, elle est devenue quelque part en France impérative qu'à compter du 1er janvier 2014. Donc, pour vous dire, la PAF a aujourd'hui bien 6 ans. Donc, ce n'est plus une obligation nouvelle, même si force est de constater que beaucoup d'entreprises n'en ont jamais entendu parler auparavant. Donc pourquoi? Parce que l'administration fiscale jusqu'à présent se focalisait avant tout sur la documentation prix de transfert et notamment ou les fichiers d'écriture comptable. Donc elle laissait un petit peu de côté la piste d'audit fiable, mais aujourd'hui elle considère que les sociétés sont suffisamment au fait donc de la documentation, par exemple prix de transfert et les FEC, et du coup se focalise de plus en plus sur cette documentation piste d'audit fiable. Donc, si on revient à notre chronologie, donc juste rapidement pour poursuivre, depuis 2016, donc on assiste à l'intervention de la facturation électronique obligatoire dans les relations B2J, donc ce qu'on appelle nous business to government, donc tout ce qui est collectivité, l'État. Donc, elle est devenue obligatoire pour les grandes entreprises au 2017, taille intermédiaire à partir de 2018. Elle a été étendue aux petites et moyennes entreprises depuis 2019 et aujourd'hui, au janvier 2020, cette année, aux très petites entreprises. Donc, depuis 2020, les entreprises, l'ensemble des sociétés doivent déposer leurs factures envers des collectivités, l'État, dans le cadre de marchés publics via la plateforme numérique Chorus Pro. Donc, il est actuellement question d'étendre cette facturation électronique également au secteur privé. Donc, Eric en a parlé tout à l'heure. Donc rejoindre quelque part d'autres initiatives européennes qui ont été entreprises sur le sujet, telles que l'Espagne avec son S2I, SDI en Italie, Real-Time Invoicing en Hongrie et j'en passe. Donc, en effet, la loi de finances 2020 ainsi qu'un amendement au projet de loi de finances 2021 prévoit une obligation pour les entreprises à émettre les factures au format dématérialisé. Donc, il est prévu qu'au 1er janvier 2023, et ça jusqu'au 1er janvier 2025, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur activité, qui réalisent les prestations entre les assujettis, y soient contraintes. Donc, cela signifie quelque part une disparition progressive de la facture papier. Donc, par contre, du coup, qui dit dématérialisation et dit aussi quelque part risque de fraude. Donc, juste pour rappel, la TVA de manière annuelle représente 12,8 milliards d'euros, donc selon les chiffres de l'Union européenne,
et entre 10 et 20 milliards d'euros, selon la Cour des comptes, de manque à gagner pour l'État français. Donc, n'oublions pas que la TVA est quand même la recette la plus importante de l'État français, donc un enjeu considérable, bien sûr. Donc, l'objectif aujourd'hui, aussi bien pour le législateur français et européen, est bien évidemment d'éviter la fraude qui est liée à la fiscalité, mais principalement la TVA. Donc, depuis 2016, on assiste à une recrudescence donc, des contrôles en matière de TVA qui devient vraiment un sujet majeur pour les entreprises et aussi la documentation donc, relative à cette piste d'audit. Donc, pour rappel, aujourd'hui, en plus de factures papier, il existe 3 procédés d'échange de factures électroniques autorisés fiscalement. Quand on dit autorisés fiscalement, c'est-à-dire qu'ils donnent une valeur probante fiscale et donc sont acceptés en tant que pièces comptables et fiscales, à l'appui desquelles l'entreprise peut valoir ses droits, notamment le droit à la déduction. Donc, on a la signature électronique qualifiée RGS 2 étoiles. On a EDI fiscal, donc, qui est la voie dématérialisée, donc la facture qui se présente sous le format d'un message structuré. Donc, vous l'avez compris que ces 2 procédés ne sont pas à prendre en considération dans le cadre de la documentation piste d'audit fiable, puisqu'elle représente déjà suffisamment de garanties aux yeux de l'administration fiscale pour qu'on les juge, donc qu'on leur donne une valeur probante. Et ensuite, on a tous les autres moyens, c'est un peu le fourre-tout, donc tous les autres moyens techniques de facturation électronique qui nécessitent donc justement la mise en place de ces contrôles permanents qui établissent la piste d'audit fiable qu'on va présenter juste après. Encore un peu de suspense. Donc facture papier, donc on va retrouver ici facture papier scannée ou non scannée, les PDF, les factures transmises par tout procédé technique autre que signature électronique RGS 2 étoiles et EDI fiscal. Donc, tous les types de factures qui peuvent être transmises par les sociétés qu'on trouvera dans cette 3e catégorie. Donc, concrètement, aujourd'hui, quelles sont les obligations qui pèsent sur les entreprises? Elles sont simples, elles sont 3. Donc, l'authenticité de l'origine, qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir prouver, démontrer via des contrôles que la personne qui a établi la facture est bien la personne qui m'a rendu le service ou livré le bien. Donc ça, on va le faire, je ne vais pas en dire maintenant en détail, mais via des rapprochements commandes-factures. En fait, il faut démontrer qu'on a une rigueur lors de la création de fiches fournisseurs, qu'on vérifie des adresses email, qu'on vérifie le numéro TVA, cabis, j'en passe. Ensuite, il faut garantir l'intégrité de contenu d'une facture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que la société passe en comptabilité correspond exactement à la facture qui a été éditée par le fournisseur. Donc, ça veut dire on va rapprocher les données commande, facture, livraison. Donc, on va s'assurer que l'intégralité des mentions obligatoires figurent sur la facture, que le contenu de la facture n'a pas pu être modifié. Donc, je vais le faire ça via des contrôles, bien évidemment, que je mettrai en place. Et 3e gros principe, c'est la lisibilité de la facture. Donc, ça veut dire pouvoir présenter la facture dans un format lisible, aussi bien en interne, donc par les collaborateurs de la société, que par le vérificateur fiscal sur l'écran ou papier. Donc, les factures concernées par la PAF, cette 3e catégorie où on a dit transmission par tout moyen, doivent bien évidemment garantir ces mêmes principes et c'est effectivement tout l'enjeu de la piste d'audit fiable. Alors, qu'est-ce que concrètement la piste d'audit fiable? Je laisse la parole à Claudia. Merci. Alors justement, quand on regarde la réglementation européenne et française, concrètement, la piste d'audit fiable, elle doit permettre premièrement de reconstituer la chronologie des différentes séquences allant du contrat jusqu'au paiement de la facture. Elle doit également garantir la réalité des opérations, c'est-à-dire l'existence même des séquences chronologiques, afin de venir justifier les paiements réalisés. Et elle doit également justifier par des preuves, par de la documentation, chacune de ces séquences, et ce, de façon ininterrompue. Cette piste d'audit fiable, elle doit permettre de venir garantir chacun des règlements, que ce soit un paiement reçu de la part d'un client ou un paiement émis vers un fournisseur. Ainsi, chacun de ces règlements doivent être justifiés par une facture, elle-même justifiée par un bon de livraison, lui-même justifié par un bon de commande et lui-même justifié par un contrat. Ce sont toutes ces séquences que les entreprises doivent reconstituer et garantir ainsi les contrôles CEPAF.
Ces séquences, elles peuvent être vraiment différentes d'un flux à l'autre. Les séquences concernant, par exemple, les ventes ne seront pas obligatoirement les mêmes que sur les achats de matières premières ou sur les achats de frais généraux. Pour autant, les flux doivent être documentés, justifiés et contrôlés. Alors, lorsqu'on liste les séquences concernées, on le voit ici dans les différents ronds, donc les contrats, les commandes, les livraisons, les factures, les règlements. En fait, on se rend compte que quasiment tous les services de l'entreprise sont concernés par cette PAF. De même, vous l'avez entendu juste avant, si le contexte, la réglementation, elle est avant tout légale, il n'en reste pas moins que ce sont des processus qui sont à décrire et à écrire. On se retrouve donc finalement dans un schéma procédural impactant l'ensemble des services de production et également l'ensemble des services supports de l'entreprise, mais finalement sans aucun cadre formel. En effet, l'administration fiscale ne met pas à disposition de documentation type dans laquelle il ne reste plus qu'à remplir les cases. Donc il faut partir d'une page blanche sur laquelle vous demandez finalement à 3, 5 ou 7 responsables différents de décrire leur propre séquence. Il faut donc fédérer une équipe projet, animer le groupe de travail et puis surtout gérer le rétro-planning pour être assuré de mener le projet à terme. Alors, l'administration, elle a quand même défini différents items qui sont à développer dans cette documentation, mais finalement, elle n'a pas défini le cadre qui est à respecter. Donc là, vous pouvez voir le premier item qui concerne la présentation de l'entité. Je pense que ça ne sera pas forcément l'exercice le plus compliqué pour démarrer la documentation. Mais en fait, dès le deuxième item, vous voyez notamment la cartographie des flux. Donc ici, il convient finalement de s'interroger sur les flux qui devront faire l'objet d'une justification et d'une documentation. Donc souvent, les entreprises, elles ont tendance à regarder le sujet en fonction notamment des montants de chiffre d'affaires. Alors, si ce flux représente moins de 1%, on se dit finalement, il n'est pas si important que ça. Pourtant, le flux existe, il génère un volume de factures et donc, il doit donc faire l'objet d'une documentation et d'une justification. Autre tendance qu'on a pu constater dans le cadre des missions qu'on réalise, c'est que les entreprises se basent beaucoup sur l'organigramme hiérarchique pour définir les flux. Alors, même si chacun des services applique la même procédure, ils peuvent peut-être être regroupés dans la même documentation, en tout cas sur le même flux. Et puis, on le voit systématiquement, on a quand même toujours la catégorie des autres achats, où ici, du coup, il faut effectivement s'interroger sur quelle est la procédure appliquée sur cette catégorie, quel workflow a été mis en place ou quel contrôle. Donc, au final, tous les items qui sont listés ici nécessitent de s'interroger pour être correctement documentés. Quel process est mis en place pour ma déclaration de TVA? Quel process de validation j'ai mis en place pour mes fiches clients? Quel contrôle existe sur mes codes de TVA qui sont appliqués? Et puis surtout, quel archivage documentaire existe? Finalement, concrètement, comment je peux m'assurer de la juste déclaration de la TVA au travers de ma documentation PAF et surtout de mes contrôles CEPA? Pour s'assurer de cette juste déclaration de TVA, je dois finalement remonter la chaîne de valeur. Donc, pour justifier ma TVA collectée, déductible et auto-liquidée, quel paramétrage TVA j'ai mis en place, quel workflow de validation est appliqué, quelles règles d'archivage de chacune des séquences existent, avec quel process et avec quel applicatif IT. Alors, autant de questions et donc de réponses qui sont à intégrer dans la documentation PAF. Alors, cette documentation, elle est établie de façon annuelle, généralement, ou de façon pratique, plutôt sur le dernier exercice fiscal clos. Pour autant, l'administration attend également une mise à jour régulière faisant état des axes d'amélioration apportés. C'est bien l'objet du crash test, donc le rond 8. Il s'agit justement de profiter de cet exercice autour du crash test pour améliorer la documentation de façon régulière et d'établir les corrections qui sont nécessaires en cas d'écart identifié. L'administration, elle peut revenir sur les 3 derniers exercices clos. Elle est donc en droit de venir réclamer la documentation piste d'audit fiable des 3 dernières années. Il s'agit donc d'une documentation qui est plutôt procédurale, en tout cas plus procédurale que fiscale, mais elle est obligatoire, elle est engageante et surtout libre dans sa rédaction. En résumé, cette documentation piste d'audit fiable, elle repose sur 3 sujets principaux. D'une part, le contrôle interne, d'autre part, le système d'information et enfin la TVA. Et du coup, il ne faut pas se limiter ou se concentrer sur un seul de ces 3 sujets. Par exemple, si on limite la PAF au seul flux informatique, il faut aussi s'assurer qu'on a mis en place un bon paramétrage et qu'on a bien appliqué les codes TVA dès l'enregistrement de la facture
et qu'on a identifié les autres flux de facturation qui ne sont pas forcément dans le cœur de métier. Je prends l'exemple des factures interco. De la même façon, il ne faut pas se limiter aux seuls contrôles informatiques existants, comme par exemple l'impossibilité de rentrer 2 fois le même numéro de facture grâce au paramétrage natif qui peut exister dans l'ERP. Il faut aussi documenter et prouver que nous avons des contrôles bloquants qui existent dans les process et qui garantissent ainsi les contrôles CEPAF. Il ne faut pas négliger cette documentation au risque de voir remettre en cause la TVA déductible. Moïtsa. Là, excusez-moi, les aléas du direct. Donc, via la piste d'audit fiable, comme vient de l'expliquer Claudia, en fait, l'administration fiscale dispose vraiment d'un outil de redressement simple et très efficace. Donc, ce risque est d'autant plus élevé que le volume de factures émises et reçues est important. Donc, dans le cadre de contrôle fiscal, par exemple, l'administration fiscale réclame désormais systématiquement, comme je l'expliquais tout à l'heure, parce que maintenant elle considère que les sociétés sont plutôt au fait de fichiers d'écriture comptable et la documentation éventuellement prix de transfert pour les sociétés qui sont concernées par cette documentation, et réclame désormais systématiquement aux différents contribuables donc vérifier la documentation PAF. Donc, dans le cadre, par exemple, si la société n'a pas la possibilité de remettre donc cette documentation à l'administration fiscale dans un délai raisonnable, elle se voit notifier un procès verbal de carence qui est susceptible, par exemple, de générer des fortes pénalités. Donc, soit le vérificateur quelque part est plutôt clément et considère que pour cette fois-ci, la documentation, même si elle est entamée ou en tout cas juste débutée, est suffisante quelque part pour répondre aux différents questionnements qui peuvent être soulevés, soit elle vous donne par exemple un délai supplémentaire pour vous y conformer ou pour la prochaine fois, soit bien évidemment il impose des pénalités. Donc la piste d'audit, comme on l'a vu, est un élément quelque part de démonstration des réalités des opérations réalisées. Donc, du fait de son absence, l'administration fiscale peut en tirer plusieurs conséquences différentes. Donc, en matière de facture entrante, ce qu'on appelle la facture achat, donc absence de piste d'audit quelque part égale à l'absence de facture probante, ce qu'on a dit tout à l'heure, absence de facture qui peut être considérée comme pièce fiscale suffisante et sur laquelle on peut s'appuyer par exemple notamment pour déduire la TVA. Donc forcément, si elle remet en cause la pièce comptable qui génère cette TVA déductible, de facto, elle remet en cause également la TVA qui est apparente sur cette facture. Donc du coup, elle peut remettre en cause la TVA déductible sur les factures d'achat. Donc si c'est sur l'ensemble de flux d'achat, ça peut être par exemple à taux normal à 20%, ça peut être assez considérable. Donc effectivement, le contrôle de l'administration fiscale va se focaliser vraiment, et je ne vais pas dire avant tout ou uniquement, mais en tout cas avant tout sur ce type de flux, bien sûr, parce que c'est là qu'on a la TVA déductible. Donc chez le récepteur, par exemple, de factures, la déduction peut également être remise en cause sous réserve d'apporter la preuve de la réalité donc de l'opération, et effectivement de l'authenticité, la lisibilité, l'intégrité des factures en question, les points que j'ai évoqués tout à l'heure. Pour les factures sortantes, l'administration peut remettre quelque part en cause le caractère original de la facture. Donc, ça peut entraîner une pénalité de 50% du montant qui a été ou aurait dû être facturé. Donc, ça peut être ramené à 5% effectivement en cas de comptabilisation correcte des factures correspondantes. Donc, effectivement, là, c'est moins important quelque part sur les factures clients quelque part, puisqu'on imagine difficilement, si jamais la pièce comptable est remise en cause par l'administration fiscale, que l'administration fiscale procède quelque part à la restitution de la TVA
que vous aurez pu payer, enfin en tout cas collecter auprès de l'administration fiscale. Cependant, ça a son importance dans le cadre où, par exemple, on est en face, on a par exemple à notre possession des factures s'entendent qui peuvent bénéficier d'une exonération de TVA, notamment dans le cadre d'opérations à l'exportation ou notamment des opérations au sein de l'Union européenne, notamment les livraisons intracommunautaires, pour lesquels effectivement vous avez besoin d'avoir des preuves de transport, par exemple. Là, typiquement, si elle considère que la piste de dite n'est pas respectée, donc que vous n'avez pas forcément des preuves de transport qui légitiment quelque part cette exonération de TVA, elle peut bien évidemment la remettre en question. Et il ne faut pas oublier également la pénalité qui peut être relative aux mentions obligatoires sur les factures, parce que la PAF concerne également l'ensemble des obligations en matière de mentions qui doivent figurer sur les factures. Donc 15 €, quelque part, vous me direz, c'est pas grand-chose par mention manquante ou omise, ou erronée. Sachant que ce montant ne peut pas dépasser un quart du montant de la facture, mais si vous avez une volumétrie de facture qui est considérable, ça peut représenter quand même un montant assez important. Donc aujourd'hui, le contrôle fiscal généralement débute par la remise d'un FEC, donc voilà, et d'un échantillon de factures afin que le vérificateur vérifie justement que toutes les mentions requises figurent bien sur les factures émises et reçues. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les contrôles fiscaux va plutôt se focaliser sur ce qu'on appelle le formalisme de la facture, moins peut-être sur le fond, mais vraiment sur la forme. Donc d'où l'importance d'y accorder une vigilance assez accrue et être en capacité de démontrer à l'administration fiscale qu'on met en place le nécessaire pour vérifier ces types de mentions. Donc juste pour revenir sur les factures exonérées qui peuvent présenter quelque part un enjeu important. Effectivement, si vous avez une mention, par exemple, typiquement, si vous avez une facture exonérée, vous êtes supposé mettre sur votre facture, sur les pièces comptables, une mention justement qui vous permet d'exonérer cette facture, sur la base de laquelle vous n'appliquez pas la TVA. Parce que bien évidemment, sur une facture, le principe, c'est l'application de la TVA. Donc, vérificateur, en absence de cette mention, ne remettra pas systématiquement en cause l'exonération en soi, à part pour les opérations spécifiques, notamment les types opérations triangulaires, pour lesquelles la mention à l'article 141 de la directive TVA est une condition de fond à l'application de l'exonération. Pour les autres, par exemple, si vous manque une mention, parce que pour les autres cas spécifiques, si vous manque une mention, l'exonération ne sera pas forcément remise en cause. Mais voilà, c'est important parce que si par exemple c'est une opération d'exonération, le vérificateur considère par exemple que vous n'avez pas les preuves suffisantes pour l'exonérer, il peut vous retoquer, redresser, et vous appliquer la TVA plus les pénalités de retard. Donc comme l'a dit tout à l'heure Claudia, l'administration fiscale peut remonter 3 ans en arrière plus l'année en cours, donc en cas de redressement, ça peut coûter relativement cher. Donc, quelle est l'utilité de cette piste d'audit? Donc, effectivement, on l'a vu que la piste d'audit fiable, la documentation demande à l'entreprise de décrire les processus d'achat, de vente, des contrôles associés, des niveaux de sécurité, de justifier de la correcte appréhension des règles, de transcrire quelque part cette maîtrise de règles dans les outils comptables, de démontrer le respect de la réglementation. Donc, beaucoup de choses qui pèsent sur les entreprises. Donc, effectivement, ça représente une lourdeur certaine, mais il serait vraiment dommage de voir cette obligation sur le seul angle du risque, même s'il y a risque, bien évidemment, comme je l'ai évoqué à l'instant. Il faut également se dire que le travail que vous devez mettre en place quelque part pour établir ces documentations peut être quand même vertueux pour la société, puisque elle permet quelque part aussi une remise à plat des process internes. Donc s'assurer que de la qualité quelque part des données de référence, de l'efficacité des process existants, du système d'information, de bon paramétrage, d'améliorer les contrôles ou mettre en place les contrôles qui sont donc justement exigés par l'administration fiscale dans le but quelque part d'optimiser les process, de garantir les process, de garantir de bons traitements de TVA.
Cela permet également de faciliter le dialogue avec l'administration fiscale, parce qu'effectivement, si le jour où le vérificateur vient vous voir et vous demande la documentation, bah, si vous avez déjà un bout de documentation ou si vous avez de documentation, effectivement, ça facilitera quelque part le dialogue avec le vérificateur. Il sera peut-être moins exigeant que si vous arrivez le jour J et que vous n'avez rien à lui démontrer. Donc, il y a également un dialogue qui peut être facilité au sein même de la structure, parce que entre différents acteurs, hein, comme le disait tout à l'heure Claudia, c'est piste d'audit fiable, c'est un projet. Enfin, il faut le considérer comme un réel projet. C'est une obligation transverse qui fait participer les différentes fonctions au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, c'est aussi un moyen de sensibiliser les acteurs, tous les acteurs de la chaîne, de l'importance vraiment et les enjeux de la facturation et par exemple, des mentions obligatoires, de correcte application des codes TVA, ainsi de suite. Et ça peut être également aussi un outil de gestion interne, par exemple, à identifier clairement quelle est la répartition des tâches, donc justement dans ce processus de facturation, et mettre en lumière des étapes de processus qui seraient mal maîtrisées, non maîtrisées ou par exemple non affectées. Donc ensuite, juste quelques mots sur le format de conservation, parce que c'est quelque chose qui est souvent oublié au sein des sociétés. Donc la conservation des pièces et enfin tout ce qui est documenté, archivé, est une action vraiment impérative que la société vraiment ne doit pas négliger. Et aussi, cette conservation archivage des documents, notamment relatifs à la piste d'audit, constitue une étape obligatoire afin de répondre aux exigences de l'administration fiscale. Donc, au maximum, donc, vous avez 5 étapes qui jalonnent cette process de facturation. Hein, on les a vues tout à l'heure: phase contractuelle, commande, livraison, réception, facturation, trésorerie. Donc, il convient justement de recenser l'ensemble de différents documents juridiques et commerciaux qui jalonnent cette processus de facturation. Et une fois quand on a recensé l'ensemble de ces documents, de se dire, d'identifier exactement de quelle manière ces derniers sont sauvegardés et archivés. Donc, concernant l'archivage, l'administration souhaitait au début mettre en place des parallélismes des formes et finalement, donc, à savoir archiver les documents sous format papier, c'est-à-dire les archiver sous format papier, et ceux qu'on reçoit sur le format électronique, les archiver sur le format électronique. Depuis 2016, on a eu, et puis surtout depuis 2018 où l'administration fiscale est venue préciser un certain nombre d'éléments, on a la possibilité donc de choisir un format d'archivage libre pour les documents juridiques et commerciaux, à l'exception des factures qui, elles, doivent être normalement conservées sur leur format d'origine. Donc, les documents autres que les factures papier peuvent être transférés sur un support informatique dans des conditions qui garantissent quelque part la reproduction à l'identique. Donc, le résultat de cette numérisation doit être la copie conforme à l'original, en images et en couleurs, donc couleurs identiques, et doit être assortie normalement d'une signature, par exemple électronique, conforme ou au moins au référentiel général de sécurité niveau 1 étoile. Quant aux factures, pour les factures électroniques, conservation sur format électronique, enfin donc sur le format originel, le format d'émission pendant 3 ans, et après n'importe quel format, par exemple un PDF simple pendant les 3 années suivantes, et facture papier sous format papier ou sous format électronique, en respectant notamment les conditions de scan qui correspondent aux exigences énumérées donc, par le Code général des impôts. Donc, sauvegarde 6 ans. D'accord, en matière fiscale, mais en cas de, par exemple, une activité occulte, l'administration fiscale peut remonter jusqu'à 10 ans en arrière. Donc, juste pour dire que cette documentation, cette étape documentée archivée nécessite vraiment, d'une part, de savoir gérer l'ensemble de vos bases documentaires, mais aussi de savoir retrouver l'ensemble des documents à partir de l'un d'eux, et c'est dans un espace de temps assez restreint, puisque l'administration fiscale, quand elle viendra vous vérifier, elle va exiger donc de désarchiver les différentes pièces qui jalonnent cette piste d'audit fiable. Donc, à vous d'avoir tout l'intérêt de savoir, par exemple, où ces différents documents se trouvent.
Donc, juste pour finir, et je ne vais pas parler en détail de la réforme qui nous attend pour 2023 et jusqu'à 2025, puisque ça va faire objet d'un webinaire à part. Juste pour dire, et puis ça me permettra de dire quelques mots de la fin, c'est la dématérialisation des factures et documents annexes, donc qui s'imposera à tous à compter du 1er janvier 2025 et aujourd'hui, donc surtout regarder comme un atout en termes de fluidité, suivi, productivité, traçabilité et sécurité. Donc dans ce contexte et afin donc de limiter la fraude, la position de l'administration fiscale sera renforcée et l'attente sera encore plus importante en termes de contrôle qui justifie la piste d'audit, parce qu'on aurait pu se poser la question, est-ce qu'avec la facturation électronique obligatoire, est-ce qu'on assistera à une disparition de la piste d'audit? Mais non. Donc, les entreprises seront tenues de mettre en place une piste d'audit afin de garantir aux yeux de l'administration donc la réalité de transactions et plus précisément la justification des régimes TVA appliqués. Donc, pourquoi? Parce que l'in fine, l'objectif de l'administration fiscale est d'être en capacité de proposer aux entreprises des déclarations de TVA pré-remplies. Donc un peu ce qu'on connaît pour les déclarations de revenus, en se servant justement des données transmises et retraitées en interne. Donc c'est un petit peu à l'effigie de ce qui se passe en Italie, qui avec le système de facturation électronique en temps réel, l'Italie a réussi à réduire l'écart de TVA de 4 milliards d'euros depuis qu'elle a mis en place cette facturation électronique en temps réel. Donc aujourd'hui, le mouvement de la dématérialisation est effectivement lancé. Donc elle ne cessera quelque part de s'amplifier. On le voit hein, donc à travers différents mécanismes comme le fichier d'écriture comptable, la facturation électronique, les déclarations en temps réel. Autant de nouvelles obligations qui n'ont qu'un seul support, hein, quelque part format dématérialisé. Donc la pandémie Covid a en outre démontré l'importance d'un processus dématérialisé, robuste de bout en bout, afin de pouvoir maintenir le fonctionnement administratif et comptable des entreprises, parce que recours massif au travail à distance, effectivement a rendu la réception, l'émission, le traitement, le contrôle des factures plus difficile. Donc le contexte actuel normalement nous pousse et pousse les entreprises donc à repenser les organisations, les process d'échange avec les clients fournisseurs. Donc, mais bon, il faut garder à l'esprit que même si ces obligations peuvent paraître souvent très contraignantes pour les entreprises, elles sont également le synonyme d'opportunité, hein, donc il faut le voir aussi comme tel. Comme je l'ai évoqué, la documentation peut représenter un bel outil d'optimisation de contrôle interne, de réduire les coûts, les cas de fraude, de faciliter les échanges de l'administration fiscale. C'est une donnée qui est quand même pas négligeable à l'heure où, via les contrôles automatisés et permanents, l'administration s'invite un peu en temps réel au cœur des comptabilités des entreprises. Voilà un petit peu ce que, ce que je voulais dire pour la conclusion. Oui, ça, voilà. ouais, Oui. j'en profite, nous avons déjà fait des questions qui nous sont posées. J'en ai une première qui est la suivante. La mise en place de la PAF est-elle due, quelle que soit la taille de la société? Et la question concerne plus précisément les TPE. Oui, donc je me permets de répondre, Claudia, enfin si tu veux. Donc oui, ça s'applique à toutes les sociétés en fait. La piste d'auditiable ne s'applique pas juste aux grandes structures. Après, en fait, comme le disait tout à l'heure Claudia, nous a présenté un petit peu les 8 items qui doivent ressortir un petit peu pour répondre aux exigences de l'administration fiscale en la matière. En fait, juste pour dire qu'en fait, l'administration fiscale va s'adapter quelque part à la taille d'entreprise, certes, c'est pas pour autant qu'elle vous exigera pas la documentation piste d'audit. Cependant, elle met à la charge des entreprises pour répondre à cette obligation. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est vrai qu'elle sera moins exigeante, par exemple, pour une petite TPE qui, par exemple, va démontrer les différents contrôles qui établissent cette piste d'audit fiable
de manière plutôt papier, hein. Elle va peut-être dire que les différents contrôles sont faits avec les rapprochements des pièces papier. Effectivement, ça passera beaucoup plus facilement pour les TPE que, par exemple, une multinationale qui dira moi, mes contrôles sont, je les fais papier. Donc, effectivement, ces contrôles-là vont être plutôt des contrôles informatisés qui vont être mis en place. Donc, en fait, elle sera moins exigeante pour les TPE, mais elle demandera quand même une documentation. Donc, elle s'adapte quelque part, la documentation, elle va être adaptée à la structure, la taille et l'activité de l'entreprise. Donc voilà, vous pouvez très bien lui démontrer. Elle accepte même une documentation piste d'audit, c'est bizarre comme terme, à l'oral. Nous, on ne le préconise pas, puisque le jour J, il faut quand même avoir en face de soi à sa disposition un certain nombre d'éléments, mais vous pouvez très bien lui démontrer que vous avez un petit classeur et qui vous permet de faire le rapprochement entre vos différents bons de commande, la facture, les avis de paiement et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu aussi ce que nous, on fait dans le cadre de crash test. Mais en tout cas, toutes les entreprises sont concernées à partir du moment où elles ne justifient pas de l'ensemble de leurs flux entrants et sortants via un EDI fiscal et signature électronique RGS 2 étoiles, ce qui autant vous dire qu'aucune société ne peut garantir l'ensemble de flux. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Nous avons également une autre question, et là j'avoue Moïtsa qu'elle va être pour toi aussi. Pour les activités de commerce en ligne, est-il possible de s'appuyer sur l'éditeur du site, collecte et suivi des commandes jusqu'à la livraison, voire jusqu'au règlement? Est-il possible, c'est-à-dire de s'appuyer sur l'éditeur du site? Je suppose que oui. Ouais. Alors, moi, pardon, je dis c'est pour toi, puis en fait, je me permets quand même d'apporter une partie de la réponse. En fait, si le règlement il arrive dans la société, cette société doit assurer l'ensemble des séquences et en tout cas s'assurer que l'ensemble des séquences peut être documenté et être justifié. Donc après qu'on fasse appel à un éditeur de logiciel pour gérer une partie en fait du flux de facturation par exemple, on en est toujours responsable. Donc, il faudra documenter aussi par rapport à ce que ce tiers, finalement, fait pour le compte de l'entreprise. Mais c'est la même chaîne qui va s'appliquer et qu'il faut documenter. Ouais, tout à fait. En fait, juste pour compléter, c'est pas parce que voilà, il y a une partie de facturation, par exemple client ou fournisseur ou que sais-je, ou que vos ventes ou la récupération des pièces ou voilà, sont sous-traitées quelque part à une tierce personne. Cette tierce personne, effectivement, vis-à-vis d'un certain nombre d'éléments et a la responsabilité d'un certain nombre, enfin quelque part de procurer un service de qualité, ainsi de suite. Mais en tout cas, si pour démontrer cette piste d'audit fiable, vous n'allez pas dire à un moment donné, je le sous-traite à un tiers et puis j'en ai pas la main mise. Donc, il faut que vous soyez en mesure de justifier l'ensemble aussi de ces processus et vous en êtes responsable, comme vient de le dire Claudia. Donc voilà, l'administration fiscale n'accepte pas, si vous voulez donner comme réponse, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, je le paye pour ça, je lui sous-traite et c'est lui qui gère l'ensemble de ce process. Donc en fait, vous pouvez l'intégrer effectivement, mais vous en restez responsable. Donc à vous de vous assurer que vous récupérez l'ensemble de ces pièces à un moment donné pour pouvoir démontrer en cas de vérification de cette documentation au vérificateur lors du contrôle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, je n'en vois pas. Je vous invite à poser les dernières questions si vous en avez donc, dans le chat. Donc moi, je voulais juste en profiter pour dire que si jamais vous avez besoin d'accompagnement sur cette documentation à piste d'audit fiable, il existe bien évidemment des formations, des coachings. Tout dépend, voilà, ce que votre structure a déjà mis en place. Par exemple, si vous avez déjà commencé une documentation, il est possible de la challenger quelque part, de voir si elle répond plus ou moins aux exigences de l'administration fiscale. Si effectivement vous n'avez pas en interne des ressources nécessaires pour vous aider, vous pouvez effectivement faire appel à une tierce personne pour le réaliser quelque part à votre place, mais ça sous-entend quand même qu'à un moment donné, il va falloir que vous participez quelque part
dans cette documentation, dans le sens où on a, par exemple, les sociétés comme les nôtres, on n'invente rien, on essaie juste de comprendre les process qui existent au sein de la société. Donc en fait, il y a plusieurs formes d'accompagnement qui sont possibles et qui peut être vraiment sur mesure en fonction de quels sont vos besoins, quelles sont vos dispositions en interne, si vous avez des personnes qui peuvent s'en occuper. Mais effectivement, c'est un projet qui doit être considéré comme tel et qui prend un peu de temps. Mais au vu des enjeux, il est important quelque part de prendre ce temps pour justement ne pas subir quelque part des pénalités qui pourraient être évitées. Visiblement, nous n'avons plus de questions. J'en vois une. Ah si, oui, je vois effectivement qu'il y en a une qui est arrivée. Alors, je vous laisse y répondre. Ah bah Eric, si vous voulez y répondre, voilà. Mais effectivement, c'est pourquoi parle-t-on encore des factures papier? Bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, je pense que la facture papier va mener, enfin va à terme va disparaître, bien sûr. Après, aujourd'hui, on ne peut pas tout de suite imposer à tous les opérateurs de se mettre à la facturation électronique. Donc là, j'empiète un petit peu peut-être sur le webinaire de la semaine prochaine. Mais il est question normalement au 2023 d'imposer donc à l'ensemble des acteurs la possibilité de recevoir les factures de manière électronique, mais justement laisser un laps de temps jusqu'au 2025 pour même les petites structures de pouvoir émettre les factures électroniques, parce que ça, en fait, c'est un coût, ça engendre un coût, ça représente un coût pour les sociétés. Donc là, l'administration fiscale, effectivement, via son rapport, est en train de réfléchir un petit peu comment minimiser ce coût. Mais à terme, effectivement, les factures papier vont disparaître. Enfin, ils sont amenés à disparaître. Sauf qu'aujourd'hui, comme je disais, comment dire, dématérialisation, c'est quelque chose effectivement qui est en cours et qui est dans l'air du temps, notamment avec les pandémies. Voilà, par exemple, la pandémie Covid, c'est encore plus vrai. Cependant, voilà, ce sont malheureusement encore des initiatives qui sont des initiatives assez individuelles d'un État membre à l'autre ou d'un État. Et donc, il n'est pas encore généralisé cette dématérialisation dans tous les pays. Donc, vous ne pouvez pas non plus imposer par exemple, un fournisseur étranger de ne pas vous émettre une facture papier. Donc, c'est ça tout l'enjeu aussi aujourd'hui. Mais effectivement, si on tend vers une facturation électronique, la facture papier n'aura plus à exister. Juste pour, si je peux me permettre de compléter, facture papier n'existera plus dans toutes ses formes. Et tout à l'heure, vous l'avez très bien évoqué, le PDF, un PDF entre guillemets image ou scan, est aujourd'hui assimilé à une facture papier. Ouais. Et cette facture papier-là va également disparaître parce que l'attendu, ce qu'on commence à voir arriver, encore une fois, on n'a pas tous les éléments pour 2023 et 2020 va être une année charnière, 2021 pardon, va être une année charnière pour la définition de ce qui va se mettre en œuvre à partir de 2023. Mais ce qu'on voit déjà arriver, c'est que les flux vont tendre vers le flux structuré. Donc tout ce qui s'apparente à une image ou un papier qui n'est pas structuré va avoir du mal. Typiquement, FactureX, qui est un format qui est en train de monter en puissance au niveau France, au niveau Allemagne, puisque c'est un format qui existe dans les deux pays, ce type de format va monter en puissance. Voilà. Donc, mais effectivement, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir, voilà. Sur lequel il est prévu de revenir la semaine prochaine. Voilà. Moi, j'ai juste une dernière question. Il y a une dernière question, si je peux me permettre. Allez, on y va. Du coup, je la vois et c'est vrai que c'est quelque chose qui est demandé assez couramment. Donc, à partir du moment qu'une facture est reçue électroniquement par mail et imprimée et conservée pour preuve de l'écriture, est-elle suffisante au même titre qu'une facture reçue uniquement en version papier? Alors, précision. Rupture de forme. Voilà. Ça va être enregistré. Et donc, en fait, je précise, voilà, pour les factures électroniques et pour les factures PDF papier. Voilà. Donc, facture électronique, considérée comme électronique, lorsque l'intégralité du processus de facturation est électronique. Donc, une facture, par exemple, qui est créée sous format électronique, qui est envoyée et reçue sous format papier, n'est pas une facture électronique. Ou une facture initialement conçue, par exemple, sur support papier, puis numérisée et envoyée et reçue par courrier électronique,
n'est pas une facture électronique, mais une facture papier. Donc en fait, donc tout dépend de la création de la facture. Donc voilà, il faut que pour qu'elle soit électronique et du coup sauvegardée, doit être sauvegardée de manière électronique, il faut que tout le process de création ainsi que de transmission soit électronique. À partir du moment où après en fait, pour savoir quel est l'original, c'est plutôt ça. Enfin, voilà. Par exemple, pour les factures PDF, la facture qui est directement créée sur format PDF à partir d'un logiciel de facturation et envoyée sous ce format va être considérée comme facture électronique. Donc, ça va être ça l'original. Donc, et c'est une facture, par exemple, qui est mise sur la facture sur format papier, scannée au format PDF, ça restera une facture papier et le fichier, par exemple, PDF ne sera jamais considéré comme à l'original. Juste si je peux me permettre, Ouais. alors il peut l'être sous certaines dispositions. Il y a un décret de 2017 ou 2016, j'ai plus en tête. 2016, voilà, mais il faut qu'il soit Qui scanné. spécifie des Voilà, règles très précises. Ouais. mais voilà, mais généralement, enfin, aujourd'hui, enfin, voilà, je vois très peu d'entreprises qui ont mis en place ce process parce qu'il est très lourd. Oui. Voilà, à part faire appel à des sociétés tierces qui peuvent faire ça pour vous éventuellement, mais au sein de la société, ça c'est lourd comme process en fait. Oui, les exigences sont très importantes. Mais effectivement, enfin juste sans vouloir revenir totalement sur la question, Ouais, bien sûr, la rupture de forme est un vrai sujet. Et ça, c'est quelque chose où, alors, je sais pas, moi j'ai pas l'expertise et l'expérience pour savoir si l'administration s'intéresse à ça, mais toutes les entreprises sont concernées parce qu'il y a plein de services qui émettent en ligne des factures PDF qui ne sont pas gardées comme telles, mais qui sont imprimées. Aujourd'hui, alors je parle même pas de la piste d'audit de cette facture fournisseur, parce que j'ai quelqu'un a acheté un truc sur Vistaprint ou un domaine sur One and One ou je ne sais pas quoi. Je parle même pas de la piste d'audit, mais donc toutes les entreprises sont concernées par le fait que plein de factures réellement électroniques, émises électroniques d'origine, sont imprimées et traitées papier. Je pense pas que il y ait des cas de redressement ou de contestation des déductions de TVA, mais c'est un vrai sujet qui pourrait poser problème pour certains. Enfin, j'imagine que ça pourrait tout à fait justifier une mise en cause par l'administration, sans vouloir faire peur. Mais tout à fait, mais après encore une fois, pour juste minimiser un petit peu la chose, c'est que, enfin, effectivement, ce côté original, surtout pour l'archivage, pour savoir quelle pièce peut être considérée comme originale, ça c'est effectivement, ça peut être in fine utilisé pour remettre en cause la déduction. Après, c'est pas quelque chose qui est courant dans le sens de contrôle fiscal pour remettre en cause, voilà, pour discuter cette question d'original par original, voilà. Enfin, moi j'ai pas connaissance, en tout cas, de nos clients qui auraient un contrôle fiscal sur le sujet. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose à ne pas négliger, quoi. Ouais, et alors, justement, il y a une question qui arrive. Quelles conséquences du rupture de forme? Donc, visiblement, on n'a pas de cas concret. Alors, attention, juste pour préciser, vous avez tout à fait le droit d'imprimer une facture électronique. Par contre, il faut bien garder le fichier électronique d'origine, puisque c'est lui qui est la pièce fiscale. Et quelles conséquences de la rupture de forme? Si j'ai bien compris tout ce qui a été expliqué, si l'inspecteur a envie de hypothèse non négligeable, et qui détecte que c'est une facture papier, j'ai scanné une facture papier non conformément aux obligations, ou que j'ai imprimé une facture électronique sans garder le fichier électronique, il peut être fondé à la contester. Exactement. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de factures papier qui peuvent être scannées et on peut détruire la facture papier. Vous voyez, on a eu beaucoup de cas pour les notes de frais. Est-ce qu'on doit garder les petites facturettes? Est-ce qu'on peut les détruire? Aujourd'hui, effectivement, on peut les détruire. Même à un moment donné, il n'y a pas forcément la même chose qui était dit côté URSSAF pour la justification de notes de frais, mais en tout cas aujourd'hui, il y a une position qui est assez harmonisée sur ce côté-là. Oui, on peut le détruire, l'original papier, si effectivement on a un scan qui répond à toutes les exigences prévues par le CGI. Et ce que je disais tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup qui sont en capacité d'appliquer toutes ces exigences pour pouvoir détruire l'original. Donc, si vous avez des originaux papier, même si effectivement, côté stockage, ça prend du temps, je plutôt tendance, si on n'est pas en capacité de mettre en place ces process assez lourds, de les garder et de les conserver comme tels, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'une remise en cause par l'administration fiscale. Ceci s'appliquant aux factures reçues. Les factures émises,
Oui, oui, bien sûr. C'est un autre combat. Mais alors, justement, je vais mettre ma petite page de pub. Justement, c'est justement pour ça que sur la plateforme Quibi, on stocke tous les fichiers électroniques émis pour l'émetteur et pour le récepteur. Justement, pour éviter au récepteur d'avoir ce petit problème. Mais c'est pas le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Alors, est-ce que le... Ah oui, alors là, la question, je vais répondre si vous me permettez. Ouais, Puis ouais, ce allez-y. sera la dernière parce que sinon on va déraper du planning, du timing. Donc, qu'est-ce qui permet de savoir qu'une facture PDF est une facture créée électroniquement ou imprimée pour scanner? Alors, il y a deux manières de le voir. La première manière qui ne marche pas à tous les coups, c'est est-ce que je peux sélectionner du texte? Si je peux faire une sélection de texte, ça veut dire que c'est une facture électronique originelle qui a été générée en tant que PDF dit vectoriel par l'outil. Donc là, dans ce cas-là, on est certain. Si je peux pas le faire, ça devient un peu plus compliqué parce que il y a des cas, effectivement, des factures électroniques sont générées d'origine sous forme d'une image et je veux pas générer de texte. Ça va être la qualité qui permet de voir. Si c'est en couleur, d'ailleurs, il faut toujours envoyer des factures en couleur. Ça réduit les risques de contrefaçon et de falsification. Mais si c'est un scan noir et blanc de mauvaise qualité, on le voit assez facilement. Donc, il y a effectivement une zone d'ombre dans la qualité du scan qui ne permettra pas de voir si c'est un PDF d'origine en image ou si c'est un excellent scan d'une facture envoyée comme telle. De toute façon, moi je serais tenté de dire pour le récepteur, garder la pièce d'origine est toujours quand même la meilleure solution. Garder le fichier d'origine reste toujours la meilleure solution. Je reçois le scan d'une impression, il vaut mieux garder le fichier PDF de ce scan. Comme ça, on a toujours tout ce qu'il faut. Mais c'est entre guillemets difficile de répondre à la question parce qu'il y a une petite zone d'ombre. Si je peux sélectionner du texte avec certitude, je sais que c'est une facture nativement électronique. Si je peux pas, c'est vraiment la qualité de l'image qui me permettra de savoir si c'est natif ou pas. Je propose d'en rester là. Merci à tous les auditeurs, merci pour les questions et encore merci à Maïtza et à Claudia. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci Quibi. Au revoir, bonne journée.